Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet dont tout le monde parle, mais que personne ne prend vraiment le temps de comprendre, la santé mentale. Parce que oui, tout le monde vous dira de prendre soin de vous. Mais sérieusement, qui a le temps pour ça? Et surtout, comment on fait? Est-ce que ça veut dire qu'on s'achète un tapis de yoga, qu'on médite à l'aube sur Instagram, ou qu'on télécharge la dernière appli qui promet la sérénité en 5 minutes chrono? Spoiler, la santé mentale, c'est un peu plus que ça. Dans cet épisode, on va passer en revue toutes les petites choses qu'on vous vend comme essentielles pour aller bien. D'abord, on se mettra au clair sur ce qu'on entend vraiment par santé mentale, parce que s'il suffisait d'un thé vert et de quelques respirations profondes pour évacuer le stress, ça se saurait. Ensuite, on parlera méditation et relaxation. Oui, je sais, ces mots qui font souvent lever les yeux au ciel. Mais attendez un peu avant de juger. On verra ensemble comment ces pratiques peuvent apporter quelque chose de concret, même pour ceux d'entre nous qui n'ont pas l'âme d'un moine tibétain. On abordera aussi ce fameux self-care, ce soin de soi dont on nous rabat les oreilles. Pas de souci, on ne va pas vous dire que le bonheur se trouve dans une bougie parfumée ou un smoothie aux graines de chia. Ici, on parle du vrai self-care, celui qui consiste parfois à éteindre son portable et à dire non aux gens toxiques. Pas toujours facile, mais terriblement efficace. Et enfin, histoire de pimenter un peu tout ça, on terminera avec un sujet ultra tendance, la psychiatrie numérique. Oui, on parle de l'intelligence artificielle qui s'invite dans le monde de la thérapie. Vous pensiez qu'un chatbot pouvait remplacer un psy? On va voir ensemble jusqu'où ça va. Alors, prêt pour ce moment de franchise et de recul sur notre bien-être sans le bullshit? Vous écoutez Cappuccino et Croissant, et aujourd'hui, on n'est pas là pour se faire des illusions, mais pour se poser les vraies questions. C'est parti! Alors, la santé mentale. On entend ce terme partout, un peu comme une recette miracle pour une vie équilibrée. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste se réveiller de bonne humeur ou de trouver du sens dans chaque citation Pinterest sur la positivité. La santé mentale, c'est bien plus subtil. Elle pèse lourd dans la balance de notre bien-être en général. Pour commencer, un peu de contexte. La santé mentale est un pilier de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui la définit comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. En gros, l'OMS nous dit que pour être en bonne santé mentale, il faut être capable de gérer le chaos ambiant, garder le cap dans les moments durs et même rester socialement fonctionnel. Facile, non? Eh bien en réalité, pas tant que ça. Ce n'est pas un objectif à atteindre comme on coche une case, c'est un état d'équilibre qu'on perd et qu'on retrouve sans cesse, un processus continu. On pourrait aussi voir la santé mentale sous l'angle philosophique. Prenons le philosophe Viktor Frankl, auteur de Man's Search for Meaning, découvre un sens à sa vie. Selon lui, la quête de sens est au cœur de notre équilibre mental. Il ne suffit pas de se sentir bien, il s'agit de trouver un sens même dans les difficultés. Frankl, survivant des camps de concentration, soulignait que ce qui compte, ce n'est pas la souffrance en soi, mais la signification qu'on lui donne. En gros, la santé mentale, ce n'est pas l'absence de problèmes, mais notre capacité à leur donner un sens qui nous permet d'avancer. Une vision radicale qui bouscule un peu le discours de bien-être tout rose, mais qui souligne à quel point la quête de sens est un élément clé. Maintenant, regardons la réalité. Le stress, l'anxiété, la dépression sont devenus presque des fléaux modernes. Selon l'OMS, la dépression est aujourd'hui l'une des principales causes de handicap dans le monde. Oui, handicap, car ces troubles limitent la capacité de millions de gens à mener une vie épanouissante. Et c'est là que ça devient vraiment préoccupant. On vit dans un monde où il est de plus en plus difficile de faire face aux pressions quotidiennes. Notre culture valorise la productivité, le surmenage, au point qu'admettre qu'on va mal peut passer pour un échec. Et pourtant, les symptômes de troubles mentaux n'ont rien de vague. Insomnie chronique, fatigue inexpliquée, perte d'appétit, manque d'intérêt pour les activités qui nous passionnaient autrefois, tous ces signaux d'alerte sont bien réels. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, en France, rappelle que la santé mentale est tout aussi biologique que psychologique. Les circuits neuronaux et neurotransmetteurs, tout ce bazar chimique dans notre cerveau, joue un rôle majeur dans la régulation de notre humeur et de notre bien-être. On n'est donc pas faible ou paresseux quand on souffre de dépression. Notre cerveau, tout simplement, envoie des signaux de détresse. Au-delà des aspects biologiques, notre environnement a aussi un rôle écrasant. Pensez-y. On vit dans un monde où on est constamment bombardé d'images de vie parfaite sur les réseaux sociaux, où chaque personne semble avoir sa routine bien-être impeccable, sa vie amoureuse parfaite, ses objectifs atteints avant même d'avoir pris son café du matin. Cette pression pour réussir et être heureux en permanence est une vraie fabrique à mal-être. Le psychologue Barry Schwartz en parle d'ailleurs dans The Paradox of Choice, expliquant que cette quête incessante de perfection génère souvent l'effet inverse, l'angoisse, la frustration et le sentiment d'insatisfaction.
Alors que fait-on? On commence par arrêter de culpabiliser, admettre qu'on a besoin d'aide ou qu'on n'est pas au meilleur de sa forme. C'est un acte de lucidité, pas d'échec. Et non, le bonheur ne se résume pas à un état de bien-être constant. Le philosophe Suzanne David le rappelle bien dans son livre Emotional Agility. La santé mentale, c'est aussi accepter la gamme complète des émotions, les bonnes comme les moins agréables, c'est d'être capable d'évoluer en fonction de ce que l'on traverse, de rester souple et de ne pas se figer dans une illusion de bonheur parfait. Donc la santé mentale, ce n'est pas une question de force ou de faiblesse, c'est un travail constant pour reconnaître nos limites, pour savoir quand dire stop et pour oser demander de l'aide. Parce que oui, le cerveau est complexe et on ne le contrôle pas aussi bien que ce que l'on voudrait. On peut prendre soin de son corps, mais il est tout aussi crucial de prendre soin de son esprit et de lui donner de l'attention quand il en a besoin. Parce que même si ça ne se voit pas, ça se ressent. Et ça finit par nous impacter bien plus profondément que ce que l'on imagine. Alors avant d'enchaîner les pratiques de bien-être et les outils concrets, prenons un moment pour considérer que notre santé mentale est un pilier de notre bien-être, et si on commençait par lui donner de l'importance qu'elle mérite vraiment. On va parler méditation. Oui, ce fameux mot qui fait sourire certains et lever les yeux au ciel à d'autres. On en entend tellement parler qu'on pourrait croire qu'il suffit de s'asseoir en tailleur et de respirer profondément pour que tous les problèmes de la vie s'évaporent. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Mais la méditation, bien utilisée, peut être un outil vraiment puissant. Voyons ce qu'il en est, sans tomber dans les clichés du bien-être aseptisé. Pour commencer, qu'est-ce que la méditation? Au-delà de l'image populaire de la zen attitude, la méditation est avant tout une discipline mentale qui remonte à des millénaires. On parle d'une pratique qui a été utilisée par les moines bouddhistes, les yogis de l'Inde ancienne et bien d'autres avant que les applis de méditation ne s'en mêlent. Son but, entraîner l'esprit à se concentrer, à observer et surtout à trouver un peu de paix dans le chaos ambiant. Rien de magique, juste une technique pour développer un état de calme intérieur. D'ailleurs, les neurosciences se sont penchées sur la méditation avec beaucoup de curiosité et surprise. Certaines études ont révélé que la méditation modifie réellement le cerveau. Oui, littéralement. Une étude du Massachusetts General Hospital, menée par Sarah Lazar, a montré qu'après 8 semaines de méditation, des changements significatifs apparaissent dans les zones du cerveau liées à la régulation des émotions, à l'attention et même à la mémoire. L'idée que méditer change le cerveau n'est donc pas un simple slogan, c'est un fait observable. Et ce n'est pas une solution miracle, mais les bénéfices sont bien réels pour ceux qui la pratiquent régulièrement. Mais alors, comment s'y mettre sans avoir l'impression de devenir un moine bouddhiste en pleine ville? Là, plusieurs options s'offrent à nous. La plus simple, c'est la méditation de pleine conscience, aussi appelée mindfulness. Le principe, se concentrer sur le moment présent par la respiration, les sensations corporelles et accepter ce qui vient sans jugement. Facile? En théorie peut-être. Mais dans la pratique, quand le téléphone vibre, que le cerveau commence à penser à la to-do list du lendemain, c'est là que l'exercice commence vraiment. Et si la méditation classique ne vous attire pas, il existe d'autres pratiques de relaxation. La respiration consciente, par exemple, est une méthode ultra simple et accessible. Pas besoin d'un tapis de yoga ou de cristaux énergétiques, on inspire profondément et on expire lentement et on se concentre sur ce souffle. Ce n'est pas un gadget pour se calmer sur le coup, cette technique envoie un signal au cerveau pour déclencher la réponse de relaxation. Elle a même des effets physiologiques mesurables. Elle ralentit le rythme cardiaque, abaisse la tension artérielle et aide à réduire le stress en quelques minutes. Donc oui, la respiration consciente, c'est simple, mais ça fonctionne. Pour ceux qui veulent un peu plus de mouvement, le yoga peut être une excellente alternative. Contrairement à ce que l'on voit sur Instagram, le yoga n'est pas uniquement une gymnastique de contorsionniste. C'est une discipline complète qui combine mouvement, respiration et parfois méditation. L'idée est d'apaiser le corps pour libérer l'esprit. Une étude publiée dans le Journal of Alternative and Complementarity Medicine a même montré que le yoga réduit significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Pratique ancestrale ou antidote moderne, peut-être un peu des deux. Alors, est-ce que ces techniques sont le remède miracle aux maux de notre société hyperactive? Probablement pas. Mais elles offrent un outil, une sorte de pause intérieure qui peut faire une vraie différence pour beaucoup de gens. Parce que soyons honnêtes, dans une société où tout va vite, où on nous demande d'être productif, performant et heureux en permanence, trouver une pratique qui permet de ralentir et de se reconnecter, c'est précieux. Pas besoin de devenir un maître zen, mais juste de s'offrir quelques minutes pour respirer, recentrer son attention et qui sait, trouver un peu de calme dans le tumulte. Enfin, si vous cherchez un point d'entrée facile, sachez qu'il existe aujourd'hui une myriade d'applications et de ressources pour vous guider. Headspace, Petit Bambou, Insight Timer,
Certains diront que c'est du business bien-être, d'autres trouveront que c'est un bon moyen de s'y mettre. À vous de voir. En toute honnêteté, le plus important, c'est que chacun trouve ce qui lui convient. Alors pourquoi ne pas essayer sans pression et sans attente irréaliste? Parce que méditer, ce n'est pas réussir ou échouer, c'est juste un moment pour être en dehors du stress, de l'agitation et des distractions. Alors, prêt à vous accorder un moment rien qu'à vous, juste pour respirer et vous recentrer un peu? Alors, passons au fameux self-care. Si vous avez déjà lu un article ou regardé un post Instagram sur le sujet, vous avez probablement vu défiler des tas d'images de bains moussants, de bougies parfumées et de smoothies tropicaux aux graines de chia. Parce qu'apparemment, prendre soin de soi aujourd'hui, c'est s'acheter un masque en argile et des huiles essentielles. Mais est-ce que le bien-être personnel se résume vraiment à ça? Non. Prendre soin de soi, c'est bien plus que du marketing de bougies parfumées. Ça demande d'être honnête avec soi-même, de reconnaître ce qui nous recharge vraiment et de laisser de côté le reste, sans honte ni culpabilité. Vous avez besoin d'un jour en solo avec zéro interaction humaine, c'est du self-care. Vous devez dire non à un énième dîner avec des gens qui vous épuisent, encore du self-care. Parfois, prendre soin de soi, c'est un peu chaotique, ce n'est pas Instagram friendly. Et ça ne fait pas toujours plaisir aux autres, mais c'est exactement ce dont on a besoin. Si on prend un peu de recul, même la psychologie et la philosophie nous rappellent que prendre soin de soi est vital. Aristote, par exemple, parlait de l'eudaimonia, ou l'accomplissement de soi. Ce n'était pas juste être heureux, c'est vivre en accord avec ses valeurs et ses besoins. Autrement dit, se connaître, se respecter et agir en fonction de ce qui fait vraiment sens pour nous. Il n'y avait pas de question de succès visible ou de performance sociale, ce qui importait c'était l'authenticité, l'idée d'agir pour soi en alignement avec ce qu'on est profondément. Un concept qui, honnêtement, semble presque révolutionnaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, la science vient renforcer l'idée que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Des études montrent que le stress chronique, l'épuisement et le surmenage entraînent des effets bien réels sur notre corps et notre esprit. Le burn-out est même reconnu par l'OMS comme un phénomène lié au travail caractérisé par l'épuisement émotionnel, le cynisme et une efficacité réduite. En gros, c'est l'esprit qui crie stop quand il a été trop tiré dans tous les sens. Et non, ça ne se résout pas avec une simple journée au spa. Prendre soin de soi, dans ce contexte, c'est réévaluer, voire parfois réduire ses engagements. Parfois, c'est aussi apprendre à dire non, à faire des choix qui ne correspondent pas à ce qu'on attend de nous. Alors comment prendre soin de soi de manière vraiment significative? On commence par identifier ses besoins. Pour certains, ça signifie du repos physique, comme un vrai sommeil réparateur. Oui, celui qui n'est pas interrompu par des vérifications de notifications à 3 heures du matin. Pour d'autres, cela veut dire passer du temps avec des gens qui leur font du bien, qui les écoutent vraiment sans jugement. Et parfois c'est le contraire, c'est passer du temps seul pour se retrouver sans devoir constamment répondre aux attentes des autres. Le self-care, c'est aussi un art de la déconnexion. Avec les réseaux sociaux, les infos en continu et les sollicitations constantes, il devient crucial de s'accorder des pauses numériques. Ça peut paraître difficile de lâcher le téléphone, mais dites-vous que les notifications et les messages peuvent attendre. Prendre soin de soi, c'est aussi de se donner l'espace de respirer, d'être là, juste là, sans distraction. Et pour beaucoup, ça commence par un digital détox, ne serait-ce que le temps d'un week-end. Et attention, prendre soin de soi, ça ne veut pas dire chercher le confort absolu à tout prix. Ce n'est pas forcément éviter tout ce qui vous dérange, mais plutôt apprendre à se connaître, à identifier ce qui nous nourrit vraiment sur le long terme et non ce qui nous procure juste une satisfaction immédiate. Parfois, ça veut dire faire le tri, éliminer ce qui nous pompe de l'énergie sans rien apporter en retour. Ce fameux tri peut passer par des gens, des habitudes, des activités, tout ce qui finit par vous peser en réalité. Alors oui, on peut acheter des bougies si ça vous apaise, mais gardez en tête que le vrai self-care ne se vend pas en kit. Il ne s'agit pas de s'offrir une pause bien-être pour ensuite replonger dans le chaos habituel. Prendre soin de soi, c'est faire des choix qui vous permettent de préserver votre équilibre sur le long terme. C'est apprendre à reconnaître ce qui est bon pour vous, même si ça ne correspond pas aux tendances bien-être du moment. Alors, prêt à voir le self-care autrement? On passe au-delà des clichés pour découvrir ce qui fait vraiment sens pour chacun d'entre nous. Et maintenant, parlons d'un autre sujet, l'intelligence artificielle en psychiatrie. On parle de robots thérapeutes et de chatbots bienveillants prêts à écouter nos états d'âme. Il paraît que l'IA pourrait bientôt devenir notre nouveau psy. Rien de moins. Mais la question est la suivante. Est-ce qu'un algorithme qui n'a ni émotion ni vécu peut vraiment nous comprendre? Est-ce qu'on n'est pas en train de confier notre santé mentale à des machines qui n'ont même pas d'âme? D'un côté, il faut admettre que l'IA en psychiatrie, ça a quelques avantages. On a tous entendu parler de ces applications qui proposent de soutenir notre bien-être mental en analysant nos émotions à partir de nos réponses. Les chatbots comme Webot ou Wissa, par exemple, sont des applications qui utilisent des algorithmes pour discuter avec vous en posant des questions et en offrant des suggestions pour gérer le stress
stress et l'anxiété. Imaginez un assistant personnel qui prend note de votre humeur du jour, vous aide à recentrer vos pensées et, si besoin, vous envoie un rappel pour respirer profondément. Sur le papier, c'est séduisant. Et pour les personnes qui hésitent à consulter un thérapeute, ça peut être une première étape. Accessibilité, coût réduit, une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En somme, l'IA est là quand le psy humain ne l'est pas. Mais avant de s'emballer, rappelons que ces IA ne sont pas des thérapeutes. Elles ne comprennent pas nos émotions, elles les analysent. La différence est subtile, mais importante. Quand vous confiez à un chatbot que vous vous sentez stressé, il va probablement vous répondre en utilisant des phrases préprogrammées et en vous proposant des exercices de relaxation. Pratique, certes, mais est-ce que cela a le même effet que de parler avec une vraie personne, capable de lire entre les lignes et de saisir les nuances d'un discours humain? Non. Le chatbot n'a pas vécu de moments difficiles, il ne peut pas compatir et son écoute n'est qu'une simulation. En réalité, la psychiatrie numérique pose de vraies questions éthiques. Par exemple, toutes ces données ultra sensibles que nous partageons avec nos chatbots thérapeutiques, où vont-elles? Qui les stocke et à quelle fin? Ces informations sur notre état mental, notre stress, nos habitudes personnelles sont-elles vraiment en sécurité? Certes, la plupart de ces applications assurent une confidentialité totale, mais on sait que le numérique et la vie privée font rarement bon ménage. Confier son état mental à un algorithme, c'est aussi accepter de perdre un certain contrôle sur des informations qui pourtant sont parmi les plus personnelles qui soient. On pourrait aussi s'interroger sur la dérive de l'automatisation. Si un chatbot peut gérer nos crises d'angoisse, pourquoi pas une IA pour gérer tout le suivi psychiatrique, voire même prescrire des médicaments? Oui, parce que des chercheurs envisagent déjà de développer des IA capables d'analyser des symptômes et de suggérer des traitements. Imaginez un robot qui vous diagnostique en fonction de réponses standardisées, et c'est là qu'on atteint les limites. L'IA ne prend pas en compte la globalité de l'individu, elle se base sur des données, des modèles prédéfinis. Elle risque de manquer de la subtilité et cette connexion humaine qui fait qu'un thérapeute peut réellement comprendre et accompagner un patient. Pour certains, ces technologies sont l'avenir de la santé mentale, offrant un soutien rapide et accessible, sans jugement et sans contrainte géographique. Et dans certains cas, pour des personnes isolées ou en attente d'un rendez-vous, c'est déjà une aide précieuse. Mais pour d'autres, l'idée de remplacer un contact humain par une machine est tout simplement inconcevable. Il est clair qu'une IA n'aura jamais cette sensibilité, ce regard humain, cette écoute bienveillante. En somme, une IA peut-être nous offrir un soutien ponctuel, mais l'accompagnement émotionnel reste, pour l'instant, hors de sa portée. Alors jusqu'où va-t-on avec cette psychiatrie numérique? Peut-être qu'un jour l'IA nous aidera à détecter des troubles précocement, à surveiller nos variations d'humeur et à ajuster notre bien-être au quotidien. Mais avant de confier nos émotions à des machines, il serait peut-être judicieux de se demander où sont les limites et surtout si ces assistants virtuels peuvent vraiment apporter ce que seuls de vrais échanges humains peuvent offrir. La technologie nous aide, mais elle ne remplacera jamais cette connexion, cette compréhension subtile, ce regard humain dont on a tous besoin. Et voilà, on a fait un sacré tour aujourd'hui, non? On a abordé la santé mentale sous tous ses angles possibles. Des définitions et concepts un peu flous mais essentiels, aux pratiques de relaxation qui font parfois sourire, en passant par le self-care débarrassé de ces clichés de marketing, et pour finir cette psychiatrie numérique futuriste qui ne manque pas de soulever quelques questions éthiques. Si cet épisode vous a inspiré un tant soit peu, c'est peut-être le moment d'en tirer 2 ou 3 leçons pour vous-même, et sans forcément courir acheter la dernière appli de méditation. La vraie question est donc celle-ci. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre santé mentale? Est-ce qu'on se contente des tendances bien-être du calme instantané, vendu en 3 clics, ou est-ce qu'on accepte de creuser un petit peu plus? Parce que oui, prendre soin de soi, c'est bien plus qu'un joli post sur les réseaux. C'est comprendre ce dont on a vraiment besoin, et parfois même malgré nous. Et ce n'est pas parce qu'un algorithme nous tend la main qu'il est forcément prêt à nous comprendre. Alors je vous laisse avec cette réflexion. Entre méditation, self-care et intelligence artificielle, quelle pratique vous parle le plus? Peut-être que le bien-être finalement, ce n'est pas de suivre les tendances, mais de trouver ce qui vous convient vraiment. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'épisode, partager vos pratiques préférées ou même me dire pourquoi vous trouvez la psychiatrie numérique fascinante ou effrayante dans les commentaires de ce podcast, sur les réseaux sociaux ou bien sur le site capcroissantmedia.com. N'hésitez pas aussi à soutenir le podcast avec un petit don, soit avec le lien qui est dans la description, soit en allant directement sur le site web. Et si cet épisode vous a parlé, faites-le tourner, ça pourrait bien aider quelqu'un d'autre. Merci de votre écoute. Allez, salut!